Une cellule polaire présente un pôle apical en contact d'une cavité, un pôle basal en contact d'une lame basale. C'est quoi une lame basale? C'est l'ensemble des protéines et des glycoprotéines extracellulaires. Elle présente aussi des faces latérales qui sont en contact des cellules adjacentes. Cette polarité cellulaire assure une distribution moléculaire différente au niveau des deux pôles, ce qui permet pour chacun d'eux d'assurer des fonctions différentes. Cette différence n'est pas fonctionnelle uniquement, mais structurelle aussi. Et comme le squelette humain lui donne une forme spécifique, la cellule aussi possède un cytosquelette qui forme des structures spéciales pour chaque pôle et chaque côté. C'est ce qu'on appelle spécialisation membranaire. Et on va les voir en détail, une par une, pour chaque côté. On peut trouver au niveau du pôle apical des microvillosités. Ce sont des expansions de la membrane plasmique assurées par des protéines du cytosquelette, qui sont des microfilaments fins d'actine. Ces derniers sont fixés à la membrane plasmique par des myosines. Et pour la stabilisation, ils sont associés entre eux par des fibrines, calmodulines et des vilines. Les microfilaments fins d'actine des microvillosités sont fixés à une plaque terminale parallèle à la membrane plasmique. Cette dernière est constituée de microfilaments fins d'actine aussi. Et ils sont liés à la membrane plasmique par des spectrines. Ça, c'est concernant la structure des microvillosités. Et il faut savoir maintenant qu'ils sont immobiles. On les trouve en général dans les tissus spécialisés dans l'absorption et leur rôle est d'augmenter la surface d'échange. On prend l'exemple des entérocytes. Les entérocytes sont les cellules de l'intestin. Une coupe de l'intestin nous offre à décrire des plis. C'est les villosités. Les cellules qui forment ces villosités sont les entérocytes. Le pôle apical de ces cellules présente des microvillosités. L'observation de ces dernières par le microscope optique nous donne un aspect d'un plateau strié. Et lorsqu'on observe ce plateau strié par le microscope électronique, on trouve qu'elles sont courtes, ont la même taille et régulièrement espacées. On peut trouver au niveau des cellules rénales, plus exactement dans les néphrons. C'est quoi les néphrons? Les néphrons sont des tubules qui assurent la filtration et la formation des urines. Donc, le pôle apical des cellules du tube proximal des néphrons contient des bordures en brosse. L'observation par le microscope électronique nous montre qu'elles ont des tailles différentes et elles sont irrégulièrement espacées. On passe maintenant à un autre type de spécialisation morphologique apicale. Il a une structure un peu similaire aux microvillosités. Les protéines de cytosquelette qui les constituent sont les microfilaments fins d'actine associés à des fibrines et des myosines. C'est les stéréocyles. La différence entre les stéréocyles et les microvillosités, c'est qu'ils s'agglutinent en touffes. Cet aspect d'agglutination, on peut les trouver au niveau des cellules de l'appareil génital mâle et au niveau des cellules de l'appareil sensoriel, comme les cellules auditives de l'oreille interne, où les ondes sonores font vibrer les stéréocyles pour qu'ils transforment ces mouvements au potentiel d'action. Mais attention, les stéréocyles sont immobiles. C'est les ondes sonores qui font bouger les stéréocyles des cellules auditives. N'oubliez pas que les protéines de cytosquelette qui les constituent sont des filaments fins d'actine. Et ces derniers sont immobiles, contrairement aux cils vibratiles qui sont mobiles. Et on va voir pourquoi. Les cils vibratiles sont un autre type de spécialisation morphologique apicale, mais les protéines du cytosquelette qui les constituent ne sont pas des microfilaments fins d'actine, mais des microtubules. Chaque cil vibratile contient deux parties, un axonème qui est constitué de 9 paires de microtubules et une paire centrale. Cet axonème s'insère sur un corps basal. Ce dernier est constitué de 9 triplés, pas 9 paires, mais 9 triplés. Et les cils vibratiles sont mobiles grâce à ces microtubules. Ils ont un mouvement synchrone, sous forme d'une vague successive, comme un vent dans un champ de blé.
On peut les trouver dans l'épithélium respiratoire pour mobiliser le mucus qui contient la poussière, les bactéries, des corps étrangers, etc. On peut les trouver aussi dans la trompe utérine où il assure la migration de l'ovule vers la cavité utérine. On peut trouver aussi comme spécialisation morphologique du pôle apical la plaque membranaire. C'est une condensation de protéines du côté cytoplasmique. On les trouve souvent dans l'urothélium. L'urothélium présente le revêtement interne de la vessie. La plaque membranaire protège la vessie de la toxicité des urines. Elle empêche la réabsorption des urines par l'urothélium. Le protéine qui constitue la plaque membranaire des cellules urothéliales est l'uroplaquine. On a fini par les spécialisations du pôle apical. Maintenant, on va voir les spécialisations des faces latérales. D'abord, il faut savoir que la membrane plasmique des faces latérales entre deux cellules adjacentes n'est pas toujours rectiligne, mais elle présente des interdigitations dont le rôle est d'augmenter la surface de contact entre ces deux cellules. Aussi, lors de l'expansion de ces cavités, la paroi se dilate facilement parce que ces interdigitations jouent le rôle d'un réserve membranaire. Avant de parler des différents systèmes de jonction, il faut savoir qu'ils sont classifiés selon deux critères: l'espace entre deux cellules et la forme des jonctions. Pour l'espace, il peut être très serré et dans ce cas, la jonction est appelée occludence. Espace très large, jonction adhérente. Espace moyen, la jonction est appelée gap. Maintenant, selon la forme, si la jonction est longue comme une ceinture, on l'appelle zonula. Si elle est ponctuelle, on l'appelle macula. Et si elle prend la forme d'une plaque, on l'appelle fascia. On commence par la jonction la plus serrée, zonula occludens. À partir de son nom, occludens, ça veut dire qu'elle est très serrée et imperméable, et zonula, ça veut dire qu'elle a la forme d'une ceinture. On trouve cette jonction sous la surface apicale pour qu'elle maintienne la polarité cellulaire. Parce qu'elle est imperméable, elle empêche la diffusion libre des molécules entre les deux pôles. Cette jonction forme des crêtes entrecroisées et elle est formée de protéines transmembranaires représentées par l'occludine et le claudine, de protéines intracytoplasmiques formant une plaque membranaire. Elle est constituée de protéines ZO1, ZO2, singuline et ZO3 et des protéines du cytosquelette qui s'attachent aux protéines de la plaque membranaire représentées par les microfilaments fins d'actine. On passe maintenant à les jonctions adhérentes les plus larges. Si les protéines des jonctions adhérentes sont en rapport avec les microfilaments fins d'actine du cytosquelette, la jonction prend la forme d'une ceinture et donc elle est nommée zonula adhérens. Et si elles sont en rapport avec des filaments intermédiaires, elle prend une forme ponctuelle et on l'appelle macula adhérens. On peut l'appeler aussi desmosome ponctuel. On commence par la zonula adhérens. L'espace entre les deux cellules est de 15 à 25 nanomètres. La jonction est nommée zonula adhérens. Adhérens, elle est large et zonula, elle forme une ceinture. Cette jonction est aussi constituée par des protéines transmembranaires, protéines intracytoplasmiques et des protéines du cytosquelette. Les protéines transmembranaires sont représentées par les eukadérines calcium dépendantes. En présence du calcium, les cadérines s'associent deux par deux. Cette association permet les paires de eukadérines des deux cellules de se lier. Et en absence du calcium, les paires se dissocient et donc les cadérines de deux cellules ne peuvent pas se lier. Les protéines intracytoplasmiques de cette jonction sont les alpha, bêta et gamma-caténines. Ces protéines, avec l'extrémité cytoplasmique des cadérines transmembranaires, forment la plaque membranaire des zonula adhérens. Enfin, les protéines du cytosquelette sont les microfilaments fins d'actine. Et ils vont se lier avec cette plaque membranaire. On passe maintenant à la macula adhérens, nommée aussi desmosome. On a déjà dit qu'elle se lie au filament intermédiaire du cytosquelette.
À partir du nom de cette jonction, macula, donc elle est de forme ponctuelle, et adhérence, donc l'espace entre les deux cellules est très large. Les protéines transmembranaires de cette jonction sont les cadérines calcium dépendantes. Elles sont au nombre de deux, les desmocolines et les desmogléines. Cette jonction est aussi nommée desmosome, donc ça va vous aider pour mémoriser les deux cadérines. Jonction desmosome liée par des desmogléines et des desmocolines. Ça, c'est pour les protéines transmembranaires. Les protéines intracytoplasmiques de cette jonction sont les placoglobines et les desmoplaquines, qui vont former avec l'extrémité intracellulaire des cadérines la plaque membranaire de cette jonction. Cette dernière va se lier avec des filaments intermédiaires du cytosquelette. On cite quelques exemples de protéines de filaments intermédiaires. On trouve des cytokératines dans les cellules épithéliales et des desmines au niveau des cellules cardiaques. Maintenant, on passe aux jonctions où l'espace intercellulaire est moyen. C'est les jonctions GAP. La première chose qu'il faut savoir, c'est que cette jonction, contrairement aux jonctions précédentes, elle est indépendante du cytosquelette. Elle ne se lie pas aux protéines du cytosquelette. La jonction GAP est nommée aussi jonction communicante parce que les protéines de cette jonction forment des canaux intercellulaires, tubulaires. Chaque jonction GAP est constituée de la réunion de deux hémicanaux, un hémicanal pour chaque cellule. Et chaque hémicanal est nommé aussi connexion. Aussi, chaque connexion est formée de 6 sous-unités protéiques appelées connexines. Ces canaux intercellulaires s'ouvrent et se ferment en fonction de plusieurs facteurs. Peut-être la concentration du calcium, du pH, des signaux intracellulaires, etc. On peut trouver un complexe de jonction constitué par des zonula occludens, toujours situé proche du pôle apical, suivi d'une zonula adhérence, et enfin, la jonction la plus profonde est le desmosome ponctuel, macula adhérens. Les deux jonctions, zonula adhérens et zonula occludens, forment le cadre cellulaire parce qu'elles sont visibles au microscope optique. Enfin, on passe aux spécialisations morphologiques du pôle basal. On peut trouver au niveau du pôle basal des invaginations formant des prolongements. Dans les replis membranaires, on trouve des mitochondries. Le rôle de ces mitochondries est de former de l'ATP pour que les invaginations membranaires assurent les échanges hydrominéraux actifs. Échange actif veut dire consomme l'énergie. On trouve aussi au pôle basal des jonctions cellulaires, qui sont les hémidesmosomes et les contacts focaux. Pour les hémidesmosomes, on trouve que la laminine 5 de la lame basale va se lier aux protéines transmembranaires du pôle basal, qui sont les intégrines. Ces derniers vont se lier aux protéines intracytoplasmiques de la plaque membranaire, la plectine par exemple, et la plaque membranaire va se lier au filament intermédiaire du cytosquelette. Pour les contacts focaux, nommés aussi adhérence focale ou plaque d'adhérence, ce sont des jonctions transitoires. Cette jonction se lie aux protéines de la lame basale, fibronectine, par les intégrines qui sont des protéines transmembranaires. Les protéines intracytoplasmiques de cette jonction sont taline, vinculine et alpha-actinine, qui forment la plaque membranaire. Et cette plaque se lie au microfilament fin d'actine du cytosquelette, contrairement au hémidesmosome qui se lie au filament intermédiaire. C'est tout pour ce cours. Et pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, je vous laisse lire ça.